Qu'est-ce que je retiens? Je reviens sur deux, trois choses. D'abord, on a commencé la journée avec pourquoi cette question de foncier est d'actualité. C'est-à-dire ce qu'on voulait savoir, si François Monterat et son équipe avaient bien choisi ce sujet, s'ils n'avaient pas trop déliré en le prenant. Et donc, ils ont trouvé un certain nombre d'acteurs pour les confirmer dans leur choix. On est sur un vrai sujet. Merci François. Alors, on a expliqué ça d'abord par une approche macroéconomique où on nous a dit le monde bouge. Les activités évoluent et donc les usages évoluent. Alors moi, ce que j'ai retenu, et j'avoue que c'était quand même une surprise, sur cette planète, on est de plus en plus nombreux et on a de moins en moins de place, d'où une question essentielle pour le foncier. Donc François, tu étais bien dans le juste. Alors, question qui se pose sur les questions de l'alimentation, du logement, des mobilités, des ressources naturelles, des activités. Et donc on nous a dit, par rapport à tout ça, il faut se réorganiser. Ça fait 25 ans qu'on le dit à Radel, on n'est pas mauvais. Mais ce que j'ai vu, c'est que maintenant, pour être un peu branché, on dit plus se réorganiser, on dit se ressourcer. Donc il faut se ressourcer. À Radel, je pense qu'il y a un nouveau programme à mettre en place. Avec un enjeu de coordination, puisque tout ça est toujours plus compliqué, il faut se coordonner. Alors je me suis dit, tiens, il y a un truc qui est génial là. Vous entendez tout le temps parler, moi ça commence à m'énerver un petit peu, c'est le millefeuille institutionnel. Alors, et je vous propose, c'est que maintenant le millefeuille institutionnel, on dit en fait, ce n'est qu'un outil de coordination. C'est quand même plus joli dans la presse. Ça change quand même l'approche, donc on ne parle plus du millefeuille institutionnel, je vous remercie, on parle mode de coordination. Alors, plus sérieusement, on a continué derrière sur la question de la nouvelle ville. Moi, j'ai trouvé très intéressant cette approche et j'aurais aimé en savoir plus. La ville qui a besoin d'un espace plus grand pour se ressourcer, pour se coordonner au bon niveau, et qui montre donc que chacun doit collaborer à des nouvelles échelles. Alors, collaborer à des nouvelles échelles, on a parlé d'échelles de 100 km autour des villes. Alors là, je me suis dit qu'on allait passer des bons moments, parce que je pense que les uns et les autres, vous suivez un petit peu comme moi dans les Scots. Et les Scots, on est entre 25 et 30 km. Là, on est à 100 km, les gars. Donc, on va faire des bonnes réunions. Alors, on nous a dit aussi, il faut faire du polycentrique dans cette approche-là. Alors, juste, je reprends ma casquette de la communauté d'agglomération de Porte de l'Isère. Vous savez, ancienne ville nouvelle de l'île d'Abo, où justement on a été développé sur un concept de polycentrisme. Bon, on rigole pas tous les jours avec ça. Et là, je peux vous confirmer qu'il faut bien des méthodes de coordination pour arriver à gérer les différents centres du territoire. Parce que la question dans le polycentrisme, c'est après qui est le chef. Parce que vous avez une ville-centre, on aime le chef ou on n'aime pas le chef, mais il y a un chef. Là, quand vous avez plusieurs villes de la même taille, qui est le chef? On rigole un moment. Et puis, plus sérieusement, il y a un vrai débat là-dessus. C'est un problème qu'on rencontre dans un territoire comme le nôtre. C'est que vous avez, au lieu d'avoir une seule ville de 60 000 habitants, on en fait 3 de 20, pour faire vite. Et ça pose des problèmes de taille critique. Quand vous voulez faire du transport entre 3 villes de 20 000, c'est pas tout à fait pareil que faire du transport dans une ville de 60 000. Donc le polycentrisme, ça peut aussi poser des problèmes de taille critique. Alors, derrière, moi j'ai noté plusieurs questions. D'abord, la question de la mixité, qui a fait l'objet d'une table ronde. Donc, mixité, logement, économie, mobilité, activité. Ce qui nécessite quand même un sacré décloisonnement dans nos collectivités, au passage. J'ai découvert quelque chose ce matin sur la mixité, c'est qu'en fait, les zones où il y avait de la mixité, je reprends, doivent créer du lien, de la valeur ajoutée. C'est le camarade Gauvry qui a dit ça ce matin. Donc c'est très bien, mais moi je m'interroge toujours sur la mixité, et on n'en a pas parlé aujourd'hui, est-ce que la limite à la mixité, c'est pas aussi quand il commence à avoir des nuisances? Parce que je me suis posé une question, tous les exemples, je vais un peu vite, mais tous les exemples qu'on a eus ce matin nous montraient des quartiers, des nouveaux quartiers qui étaient basés sur la créativité, c'était la Plaine Achille, sur les écothèques, sur la recherche, avec les exemples de Villeurbanne, sur des nouvelles activités. Et donc, globalement, on met dans la mixité des beaux immeubles, des belles activités qui ne font pas de bruit, des transports qui polluent pas,
etc., etc. Quand on est dans une mixité où on a des immeubles un peu moins beaux, des transports un peu moins performants et des activités qui font du bruit le matin, simplement vous mettez une menuiserie au milieu d'un quartier qui à 7h du matin commence à découper du bois, même le samedi, la mixité, c'est qu'on commence à en reparler. Et donc c'est une vraie interrogation que j'ai, c'est est-ce que la mixité n'est pas réservée à un certain nombre de quartiers. Alors deuxième type de question qui est beaucoup arrivé, c'est la question de la prévision et de l'anticipation. On a dit pour bien gérer ce foncier, il faut être dans la prévision, l'anticipation. Alors, et Gauvry, encore une fois, je le cite 2 fois, vous lui direz, hein, il a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé et qui interroge quand même, qui dit il faut qu'on prépare, quand on aménage ce type de zone, à accueillir d'une manière professionnelle et efficace, mais de la part de Gauvry, on n'en doutait pas, des activités qu'on ne connaît pas. Ouais, il a raison, mais du coup, c'est pas simple. Alors, moi, j'aurais aimé, je crois que c'était M. Camon, je n'aurais pas dit de bêtises, vous avez fait un dessin il y a quelques années, mais à moins que ce ne soit pas vous, je ne vais pas faire de bêtises, où on voyait sur ce que devait faire le développeur éco, on voyait une Madame Irma. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est bien vous? C'est drôle, oui. Oui, d'accord. Et je me disais, maintenant, on a besoin d'une nouvelle Madame Irma spécialisée sur les eaux. Voilà. Alors, ceci étant, on a vu que la question de l'anticipation, elle pouvait aussi se traduire par des effets de consommation de foncier peut-être non voulus. Michel, ce matin, nous a parlé des appels de puissance. Il faudra que je lui redemande un peu ce que ça veut dire. Et on l'a vu sur d'autres interventions que les industriels souhaitaient faire des réserves foncières pour l'avenir, qu'on souhaitait faire des réserves foncières pour anticiper sur les nouvelles réglementations. Et donc, globalement, en même temps qu'on veut densifier, qu'on veut consommer moins de foncier, on a des acteurs en face de nous, voire nous-mêmes, qui avons peur de manquer demain. Et donc, où on va se donner de la marge sur le foncier, et à la sortie, on va peut-être surconsommer du foncier. Et puis, je crois que le sujet qui est le plus ressorti dans la journée, qui petit à petit m'a semblé devenir plus évidente au fur et à mesure des minutes, c'est en fait la question de la réversibilité du foncier. Alors, d'abord, la réversibilité se pose par rapport au foncier dont on hérite. On l'a évoqué rapidement, mais c'est la question des pollutions, des friches, on en a parlé plus longuement tout à l'heure, et donc on est bien l'héritier de notre foncier. Et là, on se dit qu'à part la collectivité et avec des moyens importants, on ne voit pas bien qui c'est qui peut le traiter. Et ça pose quand même là aussi une approche assez globale, avec des questions de transport en commun, de mixité, mais c'est tout ce qu'on vient de dire à la dernière table ronde, j'y reviens pas. Et puis on a un deuxième type de réversibilité, je vais y arriver, qui est celle qui est à prévoir, à anticiper. Et là, il faut qu'on anticipe effectivement les risques de friches commerciales, industrielles, logistiques, les futures pollutions. Alors pour éviter ces risques, Michel nous a proposé là, les baux commerciaux. Donc je crois que c'est vraiment une piste intéressante. Mais aussi, moi ce que j'ai noté dans les baux construction, pardon, construction, les baux à construction, les BAC. Les baux à construction, oui effectivement, pas baux commerciaux, les baux à construction, mais qui étaient dans une approche peut-être sur laquelle elle est allée vite, mais plus globale de pilotage de la collectivité. C'est-à-dire que certes il y a les baux à construction, mais il y a aussi toute l'ingénierie qu'elle propose d'apporter sur les fameux appels de puissance, avec l'ingénieur, comment tu l'appelles ? Énergéticien, pardon, l'énergéticien. Et on voit qu'il y a la mise en place d'une ingénierie de la part des collectivités là-dessus, que ça ne se limite pas qu'à un seul outil. Je crois que ça c'est quelque chose qu'il faudra prendre le temps de recreuser, parce que ça me paraît particulièrement important. Alors on a vu aussi les outils que sont les PAN, mais non, je me suis demandé si c'était une chance ou un frein. Parce que, de même que la politique de réserve foncière de certaines entreprises, c'est une chance, parce que ça permet de prévoir l'avenir, de pouvoir avoir les moyens de faire, et puis ça peut être aussi négatif, parce que ça peut freiner un certain nombre de projets. Alors, je vais dire, mais je
je crois qu'il est parti, Paul Delorme, parce que j'ai bien aimé la phrase de Paul Delorme qui, en bon centriste qu'il est, le connaissant bien, je peux me permettre de le dire, nous a dit à chaque opération, il y a sa solution. Quand même une sagesse grande, et qui nous permet de repartir l'esprit tranquille. Alors, plus globalement, non, un peu de sérieux, parce que j'ai encore 2-3 choses à dire, mais pas trop. Je me suis dit, on était vraiment sur une question de cycle de vie du foncier, et que quelque part sur ce foncier, on devait pouvoir appliquer les théories du berceau à la tombe. Et je pense que là, il pourrait y avoir des travaux pour quelques chercheurs un peu intéressants. J'espère que ce chapeau a pris des notes pour ses étudiants. Dernière question que j'ai notée, et j'irai très vite, c'est la question de l'acceptabilité des projets. On l'a vu ici chez Vika détaillé, mais on a vu aussi sur les exemples à Saint-Étienne, à Carré-de-Soie, c'est plusieurs fois revenu, de réfléchir à des projets qui doivent être acceptés. Alors on n'a pas été au bout, mais c'est bien accepté par la population, accepté par les élus, etc. Et je pense que là aussi, il y a quelque chose à creuser au-delà de la carrière dans laquelle on est pour faire le lien avec les propos du président. Alors, je reviens à la question qui était posée au début, est-ce qu'on a tout faux? Je ne répondrai pas à ça. Je note 2-3 petites choses quand même. On peut se poser la question de qui pilote le foncier en définitive. Est-ce que c'est les collectivités qui sont parfois propriétaires, qui ont des outils de planification? Est-ce que des fois, ce n'est pas les propriétaires directement, s'ils veulent vendre ou pas vendre et à tel ou tel prix? Est-ce que ce n'est pas eux qui dirigent la politique foncière à un moment donné? Ou est-ce que ce n'est pas d'autres types d'acteurs, comme les agriculteurs, voire les acteurs de la nature, puisque vous savez, ce n'est pas toujours très facile d'avancer sur de nouvelles politiques foncières avec certaines associations environnementalistes. Et puis il y a le cas où j'ai une zone qui existe. Et la vraie question, c'est comment je peux faire pour la gérer. Alors j'ai plein d'outils de gestion que vous connaissez, mais par rapport aux questions qu'on s'est posées, c'est est-ce que j'ai vraiment des moyens d'action pour intervenir sur la zone industrielle que je peux avoir. Parce qu'une fois qu'on a vendu le terrain, qu'on a des propriétaires, on a beau avoir mis tous les critères qu'on voulait quand on a vendu le terrain, hein, Chantal, après ils font ce qu'ils veulent. Et après on a beaucoup de mal à intervenir. Alors Michel nous a donné la solution miracle, hein, les baux à construction. Mais là aussi, alors on va pas relancer le débat, est-ce que dans un bail à construction, une fois que j'ai signé, est-ce que je peux faire tout ce que je veux ou je suis vraiment limité? Est-ce que vraiment c'est la barrière à ce type de questions? Et puis je voulais insister sur un point, c'est que on n'a pas beaucoup évoqué, mais les politiques foncières, vous le savez, ça coûte cher. Et vous savez qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Donc quels sont vraiment les moyens dont on dispose aujourd'hui par rapport à ça? Et je me suis dit, en fait, derrière tout ça, c'est est-ce qu'on est capable de faire plus que se donner des règles de bon sens en matière de politique foncière? C'est moins rassurant, mais voilà. Et donc, sous une autre forme, est-ce qu'on n'est pas dans la quadrature du cercle? Et je voudrais juste terminer par un étonnement sur 2 points qu'on n'a pas évoqués, où je n'ai pas été attentif. On a très peu évoqué, un tout petit peu quand même, des questions de réglementation. On a un petit peu parlé à l'occasion de la logistique, mais il y a vraiment quand même quelques activités, à quelques endroits où la réglementation intervient très lourdement dans les politiques foncières qu'on peut avoir, et on en a un peu parlé. Et puis, on a peu parlé des conséquences en matière des évolutions de métiers. Parce que quand on dit qu'il faut prendre tout en compte l'aspect économique, l'aspect foncier, l'aspect urbanistique, l'aspect transport, l'aspect logement, l'aspect nature, etc., ça fait quand même des sacrées réunions de concertation dans nos services. Hein, et ça veut dire qui pilote ça, qui gère ça, comment on arrive dans nos activités à avoir une culture commune. Et donc je voulais juste conclure en disant que tout ça nous fait quand même un bel avenir pour les programmes d'Aradel et qu'on risque d'avoir des raisons de se retrouver encore quelques fois. Voilà.